Dans cette vidéo, nous allons introduire la monnaie. Nous allons voir ce qu'est la monnaie, les motifs de détention de la monnaie, et enfin nous verrons une nouvelle identité comptable prenant en compte la monnaie. La monnaie existe sur de très nombreux supports. Cela peut être des matériaux précieux. La valeur de la monnaie est donc garantie par la valeur des matériaux, par exemple l'or, l'argent, etc. La monnaie peut également être sous forme de pièces et de billets. C'est ce que l'on appelle la monnaie fiduciaire. Fidus en latin signifie confiance. C'est donc une monnaie qui doit sa valeur à la confiance qu'ont les gens dedans. La monnaie peut aujourd'hui surtout exister sous forme scripturale. Il s'agit dans ce cas d'une écriture, d'une simple ligne de compte. La monnaie n'existe entre guillemets que virtuellement et pas sous forme physique. On voit donc à travers ces différents exemples de formes de la monnaie que la monnaie dispose de formes très diverses et que ce n'est pas quelque chose que l'on peut définir par sa forme. On va donc définir la monnaie par ses fonctions. On en distingue trois. Tout d'abord, il s'agit d'une unité de compte, c'est-à-dire que la monnaie permet d'exprimer tous les prix dans une même unité. C'est un étalon de mesure qui permet de comparer facilement les prix des biens entre eux et d'agréger des ensembles hétérogènes de biens. Par exemple, on peut comparer la valeur d'un kilo de carottes avec la valeur d'une voiture et comptabiliser ces deux éléments dans le PIB sans trop de problèmes. La monnaie est également un instrument d'échange. Effectivement, on utilise la monnaie pour échanger. C'est bien connu. La principale utilité de monnaie, c'est de pouvoir échanger les uns contre les autres. Instrument d'échange. Quand il n'y a pas de monnaie, eh bien on fait sous forme de troc. Le problème avec le troc, c'est qu'il faut que les deux échangeurs souhaitent avoir ce que possède l'autre, ce qui n'est pas souvent le cas. Il faut également comparer deux biens très différents. Par exemple, imaginons un acheteur, une personne A qui offre 10 bijoux contre une vache. Il faut que que A veuille bien la vache d'abord. Il faut que B veuille bien les 10 bijoux en échange. Il faut également qu'ils se mettent d'accord sur le fait que 10 bijoux, ça vaille bien le prix d'une vache. C'est très compliqué. C'est pas vraiment facile. Les trocs, c'est pas quelque chose de rapide à faire et qu'on peut faire en toutes circonstances. La monnaie permet donc de faciliter les échanges, puisqu'elle permet de comparer la valeur de ces deux biens et d'échanger facilement des biens très différents entre eux. Des biens très différents. La dernière utilité, c'est que c'est une réserve de valeur. C'est-à-dire que la monnaie conserve sa valeur nominale à travers le temps. Alors, sa valeur réelle va changer avec l'inflation, mais sa valeur nominale reste la même. Elle permet donc de transférer du pouvoir d'achat. Je peux acheter un bien demain plutôt qu'un bien aujourd'hui. Je ne suis pas obligé de l'utiliser tout de suite. A l'inverse, par exemple, si je veux échanger du blé, je suis obligé de le faire maintenant, sinon le blé ne sera plus échangeable. Maintenant, demandons-nous pourquoi est-ce que nous détenons de la monnaie. Eh bien, la monnaie peut être demandée pour un motif de transaction. On échange la monnaie contre d'autres biens. Également un motif de précaution, par un motif de précaution, on conserve la monnaie pour se prémunir de l'incertitude. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir, on va donc conserver un peu de monnaie, histoire de se mettre à l'abri. Ou on peut également conserver de la monnaie pour un motif de spéculation. On va la conserver en attendant le bon moment pour la placer sur le marché financier, et donc gagner plus d'argent encore. Le motif de transaction, il est présent dans toutes les théories, que ce soit classique ou keynésienne. Ces deux théories prennent en compte le fait qu'on utilise l'argent pour faire des transactions pour l'échanger contre d'autres biens. En revanche, les motifs de précaution et de spéculation ne sont présents que dans les motifs de précaution et de spéculation ne sont présents que dans la théorie keynésienne. En effet, dans la théorie classique, on suppose que toute la monnaie est utilisée dans les transactions sur le marché des biens. Toute l'épargne est mise sur le marché des fonds prêtables. On ne conserve pas la monnaie pour les classiques. Ce n'est pas rationnel de conserver la monnaie puisqu'on perd de l'argent et on perd de la consommation. Puisque l'on a introduit la monnaie, il nous faut bien une identité comptable pour caractériser cette monnaie. On rappelle qu'une identité comptable est toujours vraie, aucune partie ne peut être supérieure à l'autre, on ne sait pas comment ni pourquoi, mais si jamais un élément bouge, eh bien il faut au moins un autre élément qui doit bouger afin que l'égalité reste conservée. L'égalité est la suivante, grand M fois petit v est égal, 3 barres, à petit t fois grand Y. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, grand M, c'est la masse monétaire en circulation.
c'est grosso modo le nombre de pièces qu'il y a. Une pièce, deux billets, c'est la masse monétaire. Petit v, c'est la vitesse de circulation de cette monnaie. Vitesse de circulation. C'est-à-dire que ça représente le nombre de fois qu'une unité monétaire est utilisée pour faire une transaction. Exemple, si une unité de monnaie fait une seule transaction. Exemple, si V égale 1, une unité de monnaie fait une transaction. Si V égale 10, une unité de monnaie fait 10 transactions. Voilà. Petit p correspond au niveau général des prix. Et grand Y, c'est la production du pays. C'est grosso modo le PIB. C'est ce qui a été produit par le pays. On a donc M fois V qui correspond à la circulation de la monnaie. Ça représente la circulation de la monnaie. P fois Y, ça correspond au montant des transactions. Le prix fois les quantités, c'est le montant total des transactions dans l'État. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, prenons un exemple. Disons que PY c'est égal à 100 et que V est égal à 1. On aura, pour que l'égalité soit conservée, que M doit être égal à 100. Ça signifie qu'une unité monétaire, V égale 1, permet de faire une seule transaction. Et donc, puisqu'une unité monétaire permet de faire qu'une seule transaction, il faut 100 unités monétaires au total pour arriver au montant total des transactions qui est 100. Si jamais V est égal à 10, eh bien pour que l'égalité soit conservée, il faut que M soit égal à 10. Cela signifie qu'une unité monétaire permet de faire 10 transactions, et dans ce cas, il suffit seulement de 10 unités monétaires pour arriver au total des transactions. 1 sur V correspond à la quantité de monnaie nécessaire pour réaliser 1 euro de transaction au cours de la période. Ainsi, pour réaliser 100 euros de transaction, eh bien il me faut 100 divisé par la vitesse de la monnaie euros pour faire cette transaction.